Salut tout le monde, j'espère que cette première partie de film vous a plu parce que maintenant arrive la seconde partie, celle de se poser les bonnes questions. Et tout d'abord, commençons par analyser ce qu'on vient de voir. Première question, est-ce que tout ceci est vrai? Eh bien, en gros, oui. L'album Astérix et la Transitalique, le voici, il est effectivement sorti en 2017. Le personnage principal, c'est effectivement Coronavirus, comme vous le voyez ici. Le mot masque, le mot distance apparaissent réellement dans cet album, et Uderzo, le dessinateur d'Astérix, est effectivement mort le 24 mars 2020. Mais alors, vous allez vous dire, que faut-il en penser, que faut-il en retenir, et finalement, c'est quoi le message de ce film? Le message de cette vidéo, en fait, n'est pas très clair, parce que on nous montre une grosse coïncidence, un mot, le mot coronavirus, qui fait la une de l'actualité aujourd'hui en 2020, et que pour la plupart d'entre nous, on a découvert cette année. On se rend compte qu'il apparaissait déjà en 2017. Et la vidéo répète plusieurs fois que c'est troublant. Elle tire des conclusions sous forme de questions, prédictions, avertissements. Et le sous-entendu, c'est « la vérité n'est pas celle que l'on croit ». Mais par contre, il n'y a aucune autre contre-vérité qui est apportée. Donc le film, il ne fait que susciter le doute ou la méfiance. Qui est derrière ce film? En fait, ça c'est moi. L'autre jour, je lisais cet Astérix avec mon fils, on tombe donc sur le personnage coronavirus, et de là part l'idée d'imaginer un scénario du genre « tout était prédit ». N'empêche, vous vous dites « ouais, mais il y a une vraie coïncidence ». Et en effet, mon fils aussi, il m'a interrogé en disant « mais je comprends pas, le coronavirus c'est un truc récent, comment ça se fait que ça apparaît déjà là ?» En fait, non. C'est-à-dire, le Covid-19, c'est un type de coronavirus, parmi d'autres, ce n'est pas du tout un nouveau mot. Il y a plein d'autres types de coronavirus dont on a déjà parlé dans le passé. Et vous le savez, dans les Astérix, les Romains ont toujours des noms qui terminent en « us », et bien voilà, les auteurs ont choisi coronavirus. Les autres coïncidences, elles sont en réalité un peu faibles, parce qu'un mot comme masque ou comme distance ne sont pas des mots si rares qu'on devrait s'étonner de les retrouver dans un album. Par contre, ce qui est intéressant avec les coïncidences, c'est que très souvent on s'attache aux coïncidences qui existent, mais on oublie d'attacher de l'importance à toutes les coïncidences qui n'y sont pas. Exemple, pour l'instant, les mots dont on parle au quotidien, si vous ouvrez n'importe quel média, ça va être le mot confinement, fermeture des écoles, le fait de se laver les mains, les hospitalisations, etc., etc. Et tous ces mots-là, évidemment, ne se trouvent pas dans cet Astérix parce qu'il ne s'agit pas du tout de ça. En réalité, c'est un album qui parle d'une course de chars. Et encore, on a triché sur les coïncidences parce que, par exemple, le confinement, le petit village d'Astérix confiné, ça vient d'un autre album. Lorsque Panoramix tous, ça vient encore d'un autre album. Donc on a un tout petit peu triché. Et finalement, le dernier hasard qui est présenté ici, c'est la mort d'Uderzo. Ce n'est qu'un hasard. Uderzo avait 92 ans, et d'ailleurs depuis 2013, il ne dessinait plus, il avait déjà passé le flambeau, donc même cet album-ci n'a pas été dessiné par lui. Mais alors vous pouvez encore vous dire, oui mais pourquoi est-ce que vous avez fait cette vidéo? Cette vidéo, c'est ce qu'on appelle une fausse théorie du complot. Donc j'ai inventé de toutes pièces une théorie du complot, donc une théorie qui dit on ne nous dit pas tout, il y a des choses qui nous cachent, mais alors qu'en fait moi-même je n'y crois pas, et honnêtement je ne pense pas que vous y ayez cru non plus. Donc on fait ce genre de vidéo pour rire ou pour sensibiliser. Des fausses théories du complot, vous pouvez en retrouver sur le site Nord-Presse pour l'actualité belge, le Gorafi pour la France, les petites capsules Le Complot de Canal+, ou encore le petit film La véritable identité des chats que je vous recommande chaudement. À chaque fois, ce sont des théories du complot qui sont inventées, elles sont un peu loufoques, et avec ça, on essaye d'attirer l'attention sur l'esprit critique qu'il faut avoir face à n'importe quelle info pour débusquer les fake news, les fausses informations. Alors, quelles sont les questions à se poser quand on est face à une information? Déjà, il faut s'assurer qu'il s'agisse bien d'une information. Parce que sur votre téléphone, vous pouvez recevoir plein de messages différents. Mais parfois ça va être une blague, une pub, un message de votre maman, de votre copain, etc. Donc déjà, vérifiez qu'il s'agisse bien d'une information, et même quand c'est une information, de quel type d'information s'agit-il? Est-ce que c'est un conseil médical? Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est un article de presse, etc. Ensuite, situez la date et le lieu qui concernent l'information. Parce que dans certains messages transférés par Snapchat, par exemple, on perd cette information du lieu et de la date. Le message commence par « aujourd'hui »,
Aujourd'hui, il est mis ceci, mais si ça se trouve, ce message il circule déjà depuis une semaine, vous l'avez reçu qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que l'information date d'aujourd'hui. Et puis concernant le lieu, il faut bien faire la part des choses entre la France et la Belgique. Ce sont deux pays où on parle la même langue, pour la partie belge francophone, et du coup il y a souvent de la confusion. Mais pourtant, les règles de confinement ne sont pas les mêmes. En France, il faut une attestation, les systèmes scolaires ne sont pas les mêmes, le rythme scolaire, les vacances scolaires ne sont pas les mêmes, donc attention évidemment à ne pas confondre. Ensuite, il faut en savoir plus sur l'auteur. Qui parle dans telle ou telle vidéo? Qui signe tel ou tel article? Qui est l'auteur du message? Parce que si un ami vous envoie un message en disant « un de mes amis travaille dans tel hôpital », mais c'est pas pour autant que c'est l'ami de votre ami, si ça se trouve, c'est l'ami d'un ami d'un ami, etc., parce que le message a déjà été diffusé des dizaines de fois. Et dans l'actuelle crise du coronavirus, il y a plein d'informations médicales ou scientifiques qui circulent. Et donc c'est très important de savoir qui parle et à quel titre. Un exemple, si vous suivez un petit peu les JT belges francophones, vous aurez sans doute déjà vu Marius Gilbert. C'est un épidémiologiste qui se prononce sur les mesures de confinement prises pour réduire, pour éviter, pour limiter l'épidémie. Ce qui est très intéressant, c'est que je l'ai plusieurs fois entendu dire « Non mais là-dessus, je ne me prononce pas. Sur les soins apportés aux malades, sur la situation dans les hôpitaux, ce n'est pas mon domaine. » Mais là, on est clairement dans le cas d'un auteur légitime qui parle de ce qu'il connaît, à savoir l'épidémie et les moyens de lutter contre l'épidémie, mais qui ne se prononce pas sur ce qui ne relève pas de son domaine, c'est très important. Alors vient ensuite la question de l'authenticité. Puis-je vérifier les preuves par moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire irréfutable? Ça veut dire qu'on ne peut pas réfuter, qu'on ne peut pas contredire. Je vous donne un exemple. Vous recevez un message qui dit « Je suis infirmière dans tel hôpital. J'ai des informations. On ne vous dit pas tout dans la presse. Mais je ne peux pas, ma direction veut me faire taire, je ne peux pas révéler donc mon nom, parce que sinon je risque mon poste. » Mais forcément, vous recevez une information comme celle-là, vous comprenez bien que la personne ne peut pas donner son nom, parce que sinon elle risque de se faire licencier. Mais du coup, comment on fait pour vérifier? Parce que même si on va dans tel hôpital, quelle que soit la réponse qu'on nous donne, on va se dire « Non mais c'est logique, la personne ne peut pas dire la vérité parce qu'on lui a dit de pas dire la vérité, parce que sinon cette personne risque de se faire licencier. » Donc en fait, l'irréfutabilité fait partie de l'information. On ne sait pas prouver que cette information est vraie, on ne sait pas prouver qu'elle est fausse, en fait, on ne sait rien en faire. On doit aussi s'interroger sur les intentions de l'auteur de lancer des fausses informations. Quel est leur but? Certains le font par sincère volonté d'alerter. Ils sont sincèrement convaincus d'une information et alors ils la diffusent. Il y en a d'autres qui le font pour se sentir importants. C'est un peu le phénomène des likes ou des followers. Je veux dire quelque chose et avoir plein de gens qui me suivent. D'autres encore vont le faire avec l'intention volontaire de semer le chaos, ou même pour diffuser de la haine. C'est important de se poser toutes ces questions, même si on n'a pas forcément la réponse. Enfin, sixième question, est-ce que l'information est subjective ou objective? Est-ce qu'elle véhicule une opinion ou un fait? Alors ici, on est face à une difficulté. Parce que posé comme ça, on se dit, si c'est une opinion, je rejette l'info. Si c'est un fait, c'est un fait, c'est objectif, donc c'est vrai. Sauf que, pour qu'elles prennent, la plupart des fake news sont des faits. Le problème, c'est que ce sont des faits qui ne sont pas... Soit ce sont des faits qui ne sont pas vrais, donc on a manipulé l'information. Alors là, il faut faire du fact-checking, il faut les vérifier. Soit ce sont des vrais faits, mais auxquels on donne une interprétation particulière. Par exemple, la vidéo que vous venez de voir sur Astérix, à part les faux faits qui ont été rajoutés, la plupart des faits sont vrais. Coronavirus est le personnage principal, Uderzo est mort, ça ce sont des faits. C'est le fait de les mettre ensemble qui crée l'interprétation, et du coup, c'est important d'apprendre à distinguer le fait de l'interprétation du fait. Que faire pour lutter contre les fausses informations? J'identifie 4 ingrédients. Le premier, c'est la sincérité. Et là, ça concerne principalement les décideurs et les décideuses qui doivent dire la vérité. Parce que des fake news du type théorie du complot, c'est-à-dire celles qui sont basées sur l'idée qu'on ne nous dit pas tout, certaines personnes tirent les ficelles, elles se basent sur la méfiance. Et pourquoi les gens ont-ils cette méfiance envers les politiques, envers les gouvernements? Mais parce que parfois, c'est vrai que les informations nous sont dissimulées. Et le cafouillage autour des masques, c'en est un bon exemple.
Alors si les gouvernements ne sont pas transparents dans leur communication avec la population, quand la population apprend qu'on lui a effectivement caché des choses, c'est pas étonnant qu'elle ait tendance à croire quelqu'un qui après leur dit « on vous cache des choses ». Donc c'est très important, la sincérité, quitte à ce que les gouvernants nous disent « on s'est trompé, on a fait une erreur », mais surtout ne pas s'embourber dans un mensonge. Deuxième ingrédient, c'est la rigueur. Quand c'est possible, il faut remonter à la source première. Par exemple, pour connaître les mesures prises par le gouvernement, on va directement s'informer auprès du gouvernement. Donc là, c'est le site info-coronavirus.be. Et là, on aura toutes les mesures du confinement qui nous sont imposées. Ce sera toujours plus fiable que quelqu'un qui nous dit « non, mais j'ai entendu que ceci, cela ». En classe aussi, je vous dis ça souvent, quand vous faites circuler des rumeurs du genre « il paraît que tel prof est absent », on va avoir fourche. Ok, mais donc il faut vérifier auprès de la source première qui est votre éducateur ou votre éducatrice. Quand on n'a pas accès à la source directe, il faut comparer les infos. Par exemple, si vous voulez savoir d'où vient le Covid-19, vous ne pouvez pas faire autrement que recueillir différentes informations et voir si elles concordent. On n'a pas toujours le temps, les connaissances, les contacts, on n'a pas toutes et tous un virologue parmi nos amis. Donc parfois, il faut s'en remettre à celles et ceux dont la vérification est le métier, c'est-à-dire les journalistes. Et là aussi, le problème, c'est qu'on n'est pas toujours sûr, on n'est pas à l'abri de fausses informations, même dans les médias traditionnels. Parce qu'un ou une journaliste peut se tromper, il ou elle peut ne donner qu'une partie de l'information. Donc quand je parlais de rigueur, c'est à la fois aux médias traditionnels à être le plus rigoureux possible dans les informations qu'ils nous transmettent, et à nous à rester critiques, quel que soit le média. Ne tombons pas dans le piège de dire « les médias traditionnels mentent, donc je me tourne vers les réseaux sociaux ». Parce qu'une information sur un média traditionnel, au moins, elle est vérifiée par plusieurs journalistes, alors qu'une information partagée sur les réseaux sociaux, si ça se trouve, elle a fait l'objet d'aucune vérification. Vous pouvez toujours aussi vérifier des informations sur des sites dont la vérification de l'information de rumeurs est la spécificité, des sites comme hoaxbuster.com ou Check News. Il y en a encore d'autres, je vous laisse les chercher. Troisième ingrédient, c'est le doute. Souvent, les certitudes sont un piège. Je suis tellement convaincue de quelque chose que je ne réfléchis même plus. Même dans le domaine scientifique, il peut y avoir des controverses, et c'est le doute qui fait avancer la science. C'est le doute qui donne de l'ouverture d'esprit parce qu'il l'oblige à envisager d'autres points de vue que le sien. C'est le doute qui va nous pousser à vérifier, à comparer et donc à nous approcher de la vérité. Et enfin, quatrième ingrédient, il faut continuer de penser. Il faut reconnaître que parfois, notre esprit critique s'endort, parce qu'il y a certaines informations qui nous font du bien. Elles nous arrangent, elles nous déresponsabilisent, elles nous évitent de devoir se poser des questions, elles entretiennent une illusion qui nous plaît, ou elles apportent des réponses à des questions qui n'en ont pas, et on n'aime pas ça, le mystère, on veut avoir des réponses. Parfois aussi, notre esprit critique, il s'endort parce qu'on est anesthésié par la peur. Pourtant, on doit continuer à se poser les questions, on doit continuer à penser. Toutes ces questions dont je vous ai parlé tout à l'heure, savoir de quel type d'information il s'agit, situer dans le temps et dans l'espace, s'interroger sur l'auteur, s'assurer qu'on puisse identifier la source, s'interroger sur les intentions de l'auteur, ou encore distinguer les opinions des faits, des interprétations des faits, c'est essentiel. Vous le voyez, c'est pas facile d'être critique, mais on va pas se laisser piéger, et là j'espère vous avoir donné quelques outils pour combattre les pièges de la désinformation.